C'est Le Sceptre de Feu, Oliver Blue, à l'école des prophètes, tome 4, écrit par Morgan Rhys, lu par Jean. Prologue. Oliver avait le regard plongé dans les yeux d'Esther, incrédule. Il semblait donc devenir de plus en plus vert à chaque seconde qui passait, sa santé se rétablissant grâce au pouvoir de l'élixir. « Tu m'as sauvé, Oliver », dit-elle, les larmes scintillant dans ses yeux. Elle se dégagea de son étreinte et se leva. Oliver fit de même, la dévisageant comme si elle était un fantôme. Il y avait quelques jours à peine, elle était au seuil de la mort. Elle se tenait debout maintenant, grande et forte, plus belle et radieuse que jamais. En fait, elle semblait presque rayonner. « Esther !» s'exclama Ralph. « Wow !» murmura Walter. « Tu brilles !» bégaya Simon, ses yeux bleu pâle, aussi ronds que des soucoupes. « Qu'y avait-il dans cette chose ?» s'exclama Hazel en regardant le flacon en verre, désormais brisé, dans lequel ils avaient transporté l'élixir. Avant que les mots ne reviennent à Oliver, une secousse soudaine, semblable à un tremblement de terre, le ramena à l'instant présent. Il se rappela tout à coup qu'il était de retour à l'école des prophètes et que, pour des raisons qu'il ne comprenait pas, l'endroit tout entier tremblait violemment et s'écroulait autour d'eux. Il jeta un coup d'œil dans le couloir vers l'atrium central. Des centaines d'élèves prophètes débraillés couraient autour de l'atrium, blessés, couvertes de débris provenant des murs en train de s'effondrer. Le docteur Ziblatt les conduisait vers le professeur Améthyste. C'est à ce moment qu'Oliver comprit ce qui se passait. Le professeur Améthyste avait activé le portail temporel caché dans le capoc et un vortex se trouvait en son centre. Les élèves se dépêchaient d'y passer, disparaissant on ne sait où. L'école était en train d'être évacuée. « C'était le dernier !» cria la docteure Ziblatt, sa blouse blanche recouverte de traînées de terre. « L'école est vide !»« Alors partez !» s'exclama le professeur Améthyste. Elle le regarda, les larmes aux yeux. Elle lui serra fermement sa main. « Bonne chance, monsieur. J'espère vous voir de l'autre côté. » Le vieux directeur acquiesça. Puis, la docteure Ziblatt sauta dans le vortex tourbillonnant et disparut. Oliver n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Il savait que l'activation de l'élixir aurait des résultats imprévisibles, mais jamais au grand jamais, il n'aurait pensé que son école bien-aimée pourrait s'effondrer sur elle-même. L'école des prophètes était censée être indestructible, ou du moins, c'est toujours comme ça qu'il l'avait perçu. Mais son ingérence dans les chronologies et dans le cours de l'histoire, afin de sauver la vie d'Esther, avait clairement eu un impact dévastateur et inattendu. Il avait sauvé Esther, mais à quel prix? À ce moment-là, le professeur Améthyste les repéra dans le couloir. « Vite !» cria-t-il en faisant signe à Oliver et à ses amis depuis là où ils se tenaient, à côté du vortex dans le capoc. Oliver jeta un coup d'œil par-dessus son épaule pour voir ses amis hésitants derrière lui. Walter, Simon, Hazel et Ralph, les meilleurs amis qu'un garçon puisse espérer. « L'école s'écroule sur elle-même » balbutia-t-il, l'incrédulité lui serrant la gorge. « Pas l'école des prophètes, pas son sanctuaire. Nous devons évacuer. »« Allons-y, » dit Hazel, luttant pour rester debout à cause de la puissance des tremblements. Les murs tremblaient et vibraient, tandis que le groupe se dirigeait vers le professeur Améthyste. Les tremblements étaient si violents que la chose était aussi difficile que de patauger dans de la mélasse. Petit à petit, le groupe réduisait la distance qui les séparait de leur issue vers un lieu sûr. Mais ils étaient à une longueur de bras du capoc quand un craquement très fort se fit entendre. Oliver halta et son regard se leva brusquement. L'une des énormes branches du capoc s'était détachée de l'arbre et tombait, droit vers Esther. Sans même réfléchir une microseconde, Oliver plongea
écartant Esther de la trajectoire. Ils tombèrent par terre avec un bruit douloureux, car Oliver avait atterri sur elle. La branche s'abattit à côté d'eux, apportant avec elle une pluie de débris. Esther toussa et regarda entre ses bras. « Merci, couina-t-elle. Puis elle toussa à nouveau, la fine poudre des murs la recouvrant. Juste à ce moment-là, Oliver entendit le professeur améthyste crier « Non !» Oliver leva les yeux, les plissant à travers le nuage de poussière pour voir que le vortex avait disparu. En lieu et place, un énorme zigzag en dents de scie avait traversé tout le tronc du Kapok. Le portail temporel avait été détruit. Et maintenant, pensa Oliver avec désespoir alors qu'il se relevait. S'ils pouvaient atteindre la 6e dimension, ils avaient peut-être une chance, mais elle était située tout en haut de l'école, au rez-de-chaussée, et eux se trouvaient tout en bas, au 50e étage du sous-sol. Oliver était bouleversé. Le professeur améthyste se précipita vers eux. « Vite, venez, venez maintenant !» dit-il en leur faisant signe. Oliver n'avait jamais vu le directeur dans tous ses états, tellement effrayé. Cela ne faisait que rendre plus claire la gravité de la situation dans laquelle il se trouvait. Le groupe se précipita derrière le professeur améthyste. Le vieil homme les conduisit dans un couloir, marqué d'un X, un interdit aux élèves. Oliver ne savait pas où il les mènerait, ni quel était le plan du professeur. Mais il faisait toujours confiance au directeur. Son mentor ne l'avait encore jamais déçu. Ils coururent dans le couloir. Les tremblements étaient si intenses qu'Oliver sentait ses dents cliqueter dans son crâne. C'était comme se tenir à côté d'une perceuse pneumatique. Il pouvait le sentir dans chaque fibre de son corps. Finalement, ils arrivèrent au bout du couloir. Droit devant, il y avait une porte. Elle ressemblait beaucoup à celle qu'ils avaient empruntée pour revenir ici depuis l'atelier de Leonardo da Vinci, où il les avait aidés à créer le précieux élixir qu'ils avaient utilisé pour soigner Esther. Celui, pensa Oliver avec un chagrin amer, qui avait déclenché cette réaction catastrophique. Le professeur améthyste ouvrit la porte. Une rafale de vent sembla aspirer Oliver. Il attrapa la main d'Esther. Ralph attrapa l'autre. Il regarda à gauche et à droite pour voir que ses amis s'accrochaient tous les uns aux autres, Walter à Simon, Simon à Ralph, et ainsi de suite, en chaîne, unissant leurs forces afin de résister à la force du vent. « Vous devez sauter !» cria le professeur améthyste. Oliver regarda par la porte ouverte. Tout ce qu'il pouvait voir était l'obscurité. « Où cela nous mènera-t-il » cria-t-il. Le vent fouettait ses cheveux blonds sur son visage. Il réalisa qu'il tremblait. Esther serra fort sa main. « Allez-y !» cria le directeur. Oliver jeta un coup d'œil rapide à ses amis. Il réalisa qu'ils attendaient, qu'ils mènent, qu'ils fassent le premier saut, qu'ils soient courageux et leur montrent le chemin. Oliver ravala sa nervosité. Il lâcha les mains d'Esther et de Ralph et se jeta dans le noir. Chapitre 1. Dans le vide noir du néant, Christopher Blue fut parcouru par une sensation, comme des aimants s'attirant l'un l'autre. C'était une sensation horrible, une à laquelle il s'était douloureusement habitué. La sensation de ses atomes se remettant en place. Il savait ce qui allait suivre, une fois qu'il se serait réassemblé sous sa forme humaine. Cette sensation de torsion, de division, de douleur d'être mis en pièces, atome par atome, à nouveau. Combien de fois l'avait-il vécu maintenant? 100, 1 million? Avait-il été coincé dans cette boucle sans fin et épouvantable pendant des jours ou des années? Il n'y avait aucun moyen de le savoir. Tout ce qu'il connaissait était le va-et-vient continu du vide, le sentiment d'une haine dévorante et le nom d'Oliver. Oliver, son frère, l'objet de sa haine intense, la raison pour laquelle il s'était retrouvé ici. Il n'y avait rien d'autre dans le vide, pas de bruit, pas de lumière,
juste cette sensation terrible de ces atomes coincés dans une boucle de séparation et de réunion. Mais Chris avait toujours ses souvenirs, et il se répétait aussi souvent que les atomes se scindaient. Il se souvenait d'Oliver, de son moment de lâcheté dans l'Italie, passé où il s'était rendu compte qu'il ne pourrait pas le tuer. Et il se souvenait des portails se rapprochant de lui arrachant un membre après l'autre pour l'envoyer dans cet endroit, entre les temps. Il pensait sans cesse à ses souvenirs pendant qu'il traversait un cycle douloureux après l'autre. Puis, tout à coup, quelque chose changea. Il y avait de la lumière. De la lumière ? Pensa Chris. Il avait presque oublié qu'une telle chose existait, mais elle était là. Une luminosité, une lueur, une sorte de lumière aveuglante qui lui faisait mal aux yeux. Depuis combien de temps n'avait-il pas vu la lumière ? 20 secondes ? 20 ans ? L'une ou l'autre réponse semblait parfaitement plausible à Chris. La lumière semblait devenir de plus en plus vive, et avant que Chris ne le réalise, elle y était partout. La noirceur qui était sa réalité avait été remplacée par cette lumière soudaine. Et puis, avec un bruit de courant d'air qui semblait venir de toutes les directions, Chris se retrouva soudainement quelque part. Non plus nulle part, mais quelque part avec un sol en pierre, froid contre son ventre, et une odeur dans l'air comme un vieux château humide. L'odeur, comme la lumière, était quelque chose que Chris avait presque oublié. Le toucher aussi. Pourtant, toutes ces sensations étaient soudainement là. Les carreaux contre son ventre étaient durs, contrastant avec la chair de son corps. L'air était frais et il sentit une légère brise passer sur sa peau. Un corps, pensa Chris. De la peau. En riant, Chris attrapa son torse et déplaça ses mains dessus, tâtant les côtes, la clavicule et toute la chair molle. Il se mit à rire à nouveau en réalisant qu'il n'était plus dans le vide du néant, flottant sous forme de ses plus petits composants, mais qu'il était de nouveau en un seul morceau, un morceau solide. Et ce morceau solide était de retour dans la réalité. Il ne lui restait plus qu'à déterminer la réalité dans laquelle il se trouvait. Il se leva pour s'asseoir et regarda autour de lui. La pièce était familière. Des murs cramoisis comme du sang frais. Un grand trône en bois. Une table de banquet en chêne. Un haut plafond voûté. Une vitrine remplie de flacons de potions et d'armes. Une fenêtre à travers laquelle la lumière grise filtrait. Il se leva, les jambes tremblantes, et se dirigea vers la fenêtre. Elle surplombait une grande prairie herbeuse qui s'étendait jusqu'à une rangée d'arbres, dont les silhouettes noires s'élevaient à l'horizon. De l'herbe, pensa Chris avec ravissement. Des arbres, il avait tout oublié à leur sujet, et les voir maintenant envoyait des vagues de joie à travers son corps. Son rire se transforma en hystérie. « Christopher Blue » dit une voix féminine froide. Avec un cri de surprise, Chris se retourna. Il y avait une femme debout dans la pièce, une femme renfrognée portant une longue cape noire qui touchait le sol. Ses bras étaient croisés. Le nom revint à Chris avec une férocité soudaine. Dame Obsidienne. Un éclair de terreur le traversa. Il recula jusqu'à ce qu'il entre en collision avec le mur de pierre et qu'il ne reste plus nulle part où se recroqueviller. « Vous, balbutia-t-il, vous êtes celle qui m'a torturé ?» Tout commençait à revenir à Chris maintenant. « C'était ta punition, » dit Dame Obsidienne, sans même le moindre soupçon de remords. « Pour m'avoir déçu, pour être allé à l'encontre de mon ordre formel. Je peux te faire ça à nouveau, quand je veux. » Chris secoua la tête. Il avait l'impression d'arriver au bord de la folie. Le seul fait de savoir qu'il pouvait être renvoyé dans ce lieu de tourmente, d'agonie sans fin, était suffisant pour que son esprit se déchaîne. « S'il vous plaît, non !» supplia-t-il en tombant à genoux. « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas là-bas. »« Lève-toi, pauvre pleurnicheur, » dit Dame Obsidienne. « Supplier ne te sauvera pas. »
Alors qu'est-ce qui le fera? Demanda-t-il désespérément en se levant d'un bond. Que puis-je faire pour m'assurer de ne jamais retourner à cet endroit? Suis mes instructions, répondit-elle. Et tue Oliver Blue. Oliver. Ce nom avait été tout ce qui avait accompagné Chris pendant son séjour dans le néant. Oliver, son petit frère. Pendant des années, il l'avait détesté, n'avait rien voulu de plus que le blesser et le faire souffrir. Et pour des raisons qu'il ne comprenait plus, il avait hésité à la dernière seconde. Juste au moment où il avait eu Oliver, il avait changé d'avis et l'avait laissé partir. Mais Chris réalisa maintenant qu'il ne changerait plus d'avis. Il n'y avait pas la moindre trace de compassion en lui. Pas envers Oliver, envers personne. Le temps passé dans le néant semblait avoir éteint tous les sentiments positifs qu'il avait un jour pu éprouver, laissant derrière lui seulement la colère, seulement la peur, seulement la haine. « Je ne vous décevrai plus, » dit Chris à Dame Obsidienne. « Je tuerai Oliver Blue. » Chapitre 2. Oliver avait l'estomac retourné. Il détestait la sensation causée par les voyages par portail. Peu importait le nombre de fois où il était passé à travers, c'était toujours désagréable. Des lumières violettes clignotantes l'aveuglèrent. Un bruit semblable à des déferlantes lui fit mal aux oreilles. Et pendant tout ce temps, il regardait désespérément derrière lui pour voir où se trouvaient dans ses amis, dans l'espoir d'avoir la preuve qu'ils avaient sauté aussi, qu'ils l'avaient suivi à travers le portail et s'étaient échappés de l'école des prophètes avant son effondrement. À ce moment-là, il aperçut les cheveux couleur caramel de Hazel. Une vague de soulagement le traversa. Elle agitait bras et jambes dans le vortex, ballottée comme un débris dans le courant. Puis Ralph apparut, ses cheveux noirs volant dans tous les sens, ses longs et minces membres bougeant comme s'il était en train de pagayer et d'essayer désespérément de garder la tête hors de l'eau. Oliver regarda Ralph passer à toute vitesse à côté de Hazel, et tous deux réussirent à se prendre par la main. Ils lui rappelèrent des parachutistes synchronisés. Sans parachute, bien sûr, à la merci des éléments, bousculés comme des plumes prises dans une tornade. Aussi soulagé qu'Oliver ait été de voir Hazel et Ralph, il n'y avait toujours aucun signe de Walter, Simon ou Esther. Oliver pria pour qu'ils aient pu franchir le portail à temps. Surtout Esther. Ce serait bien trop cruel de la part de l'univers de la lui ôter maintenant, après tout ce qu'ils avaient lorqué traversé pour lui sauver la vie. « Hazel !» cria Oliver, au-dessus du vent fort et puissant. « Ralph, par ici !» Malgré le vent qui soufflait, la voix d'Oliver fut capable de porter jusqu'à ses amis. Ils levèrent tous deux le regard vers lui, et le soulagement se refléta pendant un instant dans leurs yeux autrement craintifs. « Oliver !» cria Hazel, le ton plein de soulagement. Oliver était surpris de pouvoir l'entendre si fort et si clairement. Il s'attendait à ce que sa voix soit avalée par le vent, comme cela se produirait habituellement lors de déplacements par portail. Il se demandait pourquoi cela ne se passait pas dans celui-ci. C'était peut-être un type de portail différent de ceux qu'il avait empruntés auparavant. Le professeur améthyste l'avait fait apparaître sous la contrainte, après tout. Utilisant ses bras, Oliver nagea en brasse vers ses amis. Il les attrapa et ils s'accrochèrent fermement les uns aux autres. « Où sont les autres ?» cria Ralph en jetant un coup d'œil furtif autour de lui. Oliver secoua la tête. La force du vent faisait voler ses cheveux blonds foncés dans ses yeux. « Je ne sais pas, je ne peux pas les voir. » Il se tordit le cou, cherchant parmi les tourbillons noirs et violets pour voir s'il y avait des traces de Walter, Simon ou Esther. Il n'y en avait pas. Il ne pouvait pas les voir du tout, et cette pensée le remplissait de peur. Avait-il même sauté dans le portail? Se pouvait-il qu'il soit coincé à l'intérieur de l'école, en ruine? Il ne pouvait supporter l'idée d'avoir sauvé la vie d'Esther avec l'élixir pour qu'elle la perde. Ensuite, à peine quelques instants plus tard, lors de l'effondrement de l'école.
Pourquoi n'avait-il pas continué à lui tenir la main quand il avait sauté? « Oliver, tu m'entends » La voix du professeur Améthyste s'éleva tout à coup de nulle part. Oliver fut frappé de stupéfaction. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Il regarda tout autour de lui, mais ne put voir le directeur. C'était comme si le professeur Améthyste lui parlait depuis une autre dimension. Inquiet qu'il devienne fou, il se tourna vers les autres. « Vous avez entendu ça » demanda-t-il, alors que le vent les fouettait. « Oui » Hazel haleta. « C'est le professeur Améthyste, mais comment nous parle-t-il » ? « Je n'en ai aucune idée » bégaya Oliver en réponse. « Écoutez » continua la voix du directeur, venant apparemment de partout à la fois. « C'est très important. » Il parlait avec hâte, d'un ton pressant et insistant. « L'école des prophètes s'écroule et il n'y a qu'un moyen de la sauver. Vous devez trouver le sceptre de feu. » « Le sceptre de feu » pensa Oliver, en se creusant la cervelle à la recherche de tout sentiment familier. Mais il n'y en avait pas. Il n'avait jamais entendu parler du sceptre de feu. « Qu'est-ce que c'est » appela-t-il dans le vortex. Il ne savait pas où il devait projeter sa voix, car il ne savait pas où se trouvait le professeur. Où le trouve-t-on? Cette fois, quand le professeur Améthyste parla, sa voix parut déformée. C'était comme parler au téléphone avec une mauvaise connexion. Ses mots étaient interrompus. Perdu dans le temps. « Je suis désolé. Qu'avez-vous dit » cria Oliver, désespéré. Il y eut un silence. « Professeur » réessaya Oliver. « Je ne peux pas entendre ce que vous dites. » Mais soudain, l'attention d'Oliver fut détournée par Ralph. Son ami tirait furieusement sur son bras. « Oliver, regarde » dit Ralph. Oliver tourna la tête par-dessus son épaule, et le spectacle qui l'attendait inonda tout son corps de soulagement. C'était Esther, Walter et Simon. Enfin, tous trois se tenaient étroitement les uns aux autres, tout comme Oliver, Ralph et Hazel. Oliver était soulagé de savoir qu'ils étaient sortis de l'école et que désormais, ils allaient être tous ensemble dans cette nouvelle quête, quelle que soit cette quête. Oliver était sur le point de demander à Hazel et à Ralph s'ils pouvaient essayer de nager vers les autres quand la voix du directeur s'interposa. « Oliver » appela le professeur Améthyste. « Tu peux m'entendre » ?« Oui » cria Oliver. « Je peux. Parlez-moi du sceptre de feu. »« Il a été perdu » dit le directeur. « Je ne sais pas où, je ne sais pas quand. » Oliver sentit ses entrailles se serrer. Si le professeur ne savait pas où et quand était le sceptre de feu, alors où et quand ce portail les envoyait-il? C'est peut-être pour cette raison qu'il ne semblait pas se comporter comme un portail temporel normal, parce qu'il n'avait pas encore de destination finale. Cette pensée troubla Oliver, mais, comme il le faisait toujours, lorsque les choses semblaient trop périlleuses, il se remémora l'immense sagesse du professeur Améthyste. Oliver aurait confié sa vie à son mentor. Il savait que le directeur ne le mettrait jamais en danger sans raison. « Comment sommes-nous censés le trouver » cria Oliver au professeur Améthyste, qui, il l'avait à présent déduit, devait toujours être à l'intérieur de l'école des prophètes, et projetait sa voix dans le vortex qui les maintenait actuellement coincés entre le temps et l'espace, plutôt que de les transporter. « J'ai réduit à 2 possibilités » cria le professeur. La première. Mais sa voix fut coupée. Oliver était dans tous ses états. Il avait besoin de savoir où il allait. Il avait besoin de savoir pourquoi. Il avait besoin des conseils de son mentor s'il voulait avoir une chance de trouver le sceptre de feu et de sauver l'école des prophètes. « Professeur » cria-t-il dans le vide tournoyant. « Professeur, professeur » Mais encore une fois, sa voix ne rencontra que le silence. Il leva les yeux vers Hazel et Ralph, qui le tenaient toujours par l'avant-bras. Ils semblaient tous les deux aussi troublés qu'Oliver. Le désespoir commença à croître dans l'estomac d'Oliver. Comment pourrait-il trouver le sceptre de feu
s'il ne savait même pas où il allait et où il devait se rendre. Mais alors, une pensée soudaine le frappa. La boussole de bronze que lui avait donnée le professeur Nightingale de l'université de Harvard était encore dans la grande poche de la combinaison d'Oliver. C'était une ancienne technologie de prophète, une des nombreuses inventions créées par les prophètes pour les aider à protéger l'univers des dévoyés qui voyagent dans le temps. Peut-être cela pourrait-il lui donner des indices et aider à le guider dans sa quête. Oliver plongea la main dans la grande poche centrale, sentit ses doigts bruts frôler le boîtier en métal froid, puis sortit l'instrument de la taille de sa paume. Même s'il tremblait énormément sous l'effet du vent, Oliver parvint à peine à distinguer que le cadran principal indiquait le symbole d'une flamme. « Oh non !» cria soudain Hazel. Oliver leva les yeux de la boussole pour voir que ses yeux gris étaient écarquillés par la peur. Il jeta un coup d'œil devant lui et vit la vue la plus étrange qu'il ait jamais vue. Le portail se scindait en 2 tunnels distincts. Oliver eut le souffle coupé. Jamais auparavant, il n'avait vu une telle chose. Les portails temporels étaient une expérience assez ardue, et pour lui, et maintenant de voir le tunnel se diviser en 2, était complètement déconcertant. Était-il en train de se déstabiliser, de se déchirer sous leurs yeux? Mais non. Oliver rassembla les pièces du puzzle dans son esprit. Le professeur Améthyste avait dit que le sceptre pourrait se trouver à 2 endroits. Maintenant, lui, Ralph et Hazel étaient propulsés vers un tunnel, tandis qu'Esther, Simon et Walter filaient en droit vers l'autre. « Oh !» cria Oliver. Sa poitrine se serra à cette douloureuse réalisation. Le professeur Améthyste nous divise. Tout se passa si vite. Avant qu'Oliver n'ait eu le temps de comprendre pleinement ce qui se passait, les tunnels étaient à leur niveau, et ils dégringolaient vers leurs entrées. Lui, Hazel et Ralph se dirigeant d'un côté, Esther, Simon et Walter de l'autre. Ils finiraient au même endroit que Hazel et Ralph, tandis que les 3 autres finiraient peut-être dans un lieu complètement différent. Une époque différente, un endroit différent, peut-être même une autre dimension. Cette idée était trop difficile à supporter pour Oliver. Il venait tout juste de récupérer Esther, et maintenant, elle lui était à nouveau arrachée. Il ressentit soudain de la colère envers le professeur Améthyste pour lui faire subir ce tourment inutile. Agissant par instinct pour protéger celle qu'il aimait, Oliver jeta la boussole vers le tunnel de droite. Il eut juste le temps de la regarder disparaître dans le vide, suivi des silhouettes tourbillonnantes d'Esther, de Simon et de Walter, avant qu'ils ne volent dans le tunnel de gauche et disparaissent. « Où vont-ils » pensa Oliver avec anxiété. En y réfléchissant bien, où allons-nous? Il n'y avait aucun moyen de le savoir. Il n'était même pas possible de savoir s'il reverrait un jour Esther, Simon et Walter. Une équipe était sur le point de trouver le sceptre de feu. L'autre, Oliver ne pouvait que supposer. Tout ce dont il pouvait être sûr, c'était que le sceptre de feu était la clé pour sauver l'école des prophètes. Et peu importait où et quand il se retrouverait, quel que soit le moment de l'histoire où le portail le recracherait, ce serait sans Simon et Walter. Et ce serait sans Esther. Chapitre 3. Hurlant, Esther se sentit être catapultée hors du vortex et voler dans les airs. Elle heurta violemment le sol et roula, envoyant un nuage de poussière du désert dans les airs. « Ouf !» s'exclama-t-elle, en s'immobilisant enfin. Hébétée, meurtrie et un peu étourdie, elle s'assit et regarda autour d'elle. C'était une journée extrêmement chaude et ensoleillée. Elle était dans une sorte de désert, avec très peu de choses autour d'elle, hormis quelques arbustes clairsemés. Jetant un coup d'œil au loin, elle vit qu'à quelques kilomètres de là, où le portail l'avait transférée, il y avait des signes d'une ville florissante, des tourelles d'un château à la flèche d'une synagogue. Derrière la ville s'élevaient de vastes montagnes et une forêt de pins.
Avant qu'elle ait eu une chance de déterminer quand et où elle pourrait être, elle entendit un cri venant de derrière, de plus en plus fort à mesure qu'il se rapprochait. Elle se retourna pour voir Simon traverser le vortex. Walter était juste derrière lui. Ils volèrent tous deux dans les airs et percutèrent le sol sec et désert. Esther grimaça en les regardant rouler sur la terre dure. « Arrr !» grogna Walter. Finalement, ils s'arrêtèrent et un nuage de poussière s'éleva dans les airs. Esther se remit sur ses pieds d'un bond et courut jusqu'à eux. Lorsque le nuage de poussière qu'ils avaient zormement soulevé commença à se disperser, il révéla que tous deux étaient devenus un enchevêtrement de membres enlacés. Esther atteignit le tas et attrapa une main. Elle trouva celle de Simon et la tira. Les deux garçons parvinrent à libérer leurs jambes et, avec l'aide d'Esther, Simon se redressa. « Bon sang, dit-il, haletant. Ce fut un voyage plutôt difficile. » Walter retira son bras de sous le postérieur de Simon. « Tu pourrais redire ça. » Il se frotta la tête, puis regarda vers le portail. Esther fit de même et vit que les lignes crépitantes d'électricité pourpre s'étaient arrêtées. Puis, avec un zip, le portail se ferma. Le silence s'installa. Walter cligna rapidement des yeux, tandis qu'une expression de peur envahissait son visage. « Où sont les autres ?» demanda-t-il. « Oh !» s'exclama Esther en se souvenant soudain du moment où elle avait vu Oliver, Hazel et Ralph filer dans l'allée gauche du portail, juste avant qu'elle et les autres disparaissent par la droite. Elle ressentit une douleur au fond de son cœur. Ils sont allés de l'autre côté. Simon et Walter échangèrent un regard compatissant. Mais Esther ne voulait pas leur pitié, et elle n'en avait pas besoin non plus. Depuis qu'elle avait pris l'élixir, elle se sentait mieux que jamais. Son esprit était plus vif, ses sens plus alertes. Elle se sentait en meilleure santé qu'elle ne l'avait jamais été, et la dernière chose qu'elle souhaitait faire était de rester négative. Elle épousseta ses vêtements et regarda autour d'elle. « Bien, nous devons continuer. Le professeur Améthyste a dit qu'un des portails nous mènerait au sceptre de feu. Il n'y a pas de temps à perdre. »« Eh bien, attends, » dit Simon de sa voix victorienne guindée. « Pourquoi ne prenons-nous pas un moment pour récupérer ?» Esther pouvait entendre l'inquiétude dans sa voix. Elle savait que ce n'était pas à cause du trajet chaotique à travers le portail. Il faisait allusion au fait qu'elle avait frôlé la mort et à l'élixir de vie qu'elle avait bu pour la soigner. À peine quelques minutes auparavant, elle pensait être au seuil de la mort. Mais elle ne voulait vraiment pas parler de tout cela pour le moment. Elle ne voulait même pas y penser, pas alors qu'ils étaient en mission pour sauver l'école. « Tu n'as pas entendu ce que le directeur a dit ?» répéta-t-elle à Simon. « Nous devons trouver le sceptre de feu. » Les garçons échangèrent un autre regard inquiet. « Nous avons entendu, » dit Walter, « et je comprends que tu veuilles te lancer tout de suite dans la mission. Mais tu as traversé une sacrée épreuve, » ajouta Simon. « Et si tu as besoin de temps, » poursuivit Walter, « ou quelqu'un à qui parler, ou une épaule sur laquelle pleurer. » Esther secoua la tête et leva les mains pour les arrêter. « Les mecs, je vais bien. Vous n'avez pas à me regarder comme si j'étais en porcelaine et que je pourrais me briser à tout instant. Je vais bien. Je vais mieux que bien. Je suis vivante, et maintenant, je veux trouver ce sceptre et sauver l'école. Est-ce que nous pouvons juste faire ça? S'il vous plaît. » Elle ne voulait pas trop penser au fait qu'Oliver lui avait encore été arraché, qu'au moment où elle avait été réunie avec lui, le destin les avait séparés une fois de plus. Elle ne voulait pas penser au fait qu'elle lui devait la vie, ni au fait qu'il était la personne dont elle était tombée amoureuse. Il serait temps d'y penser plus tard. Mais maintenant, si elle y passait ne serait-ce qu'une seconde à s'attarder sur cela, elle savait qu'elle se décomposerait et fondrait en larmes. Simon et Walter échangèrent un dernier regard, puis haussèrent les épaules,
réalisant clairement qu'il était inutile de se disputer avec la têtue Esther. « Alors, où sommes-nous » demanda Walter. « Je n'en ai aucune idée, » dit Esther en observant autour d'elle le paysage peu familier. « Et comment allons-nous trouver ce sceptre de feu » demanda Simon. Encore une fois, Esther ne savait ce que répondre. « Je ne sais pas. » Juste à ce moment-là, Esther vit quelque chose traverser les airs vers elle. Cela ressemblait à une balle de cricket en laiton et volait à grande vitesse droit vers son visage. S'appuyant sur ses talons pour le switch-it, Esther leva les mains et attrapa la boule de métal catapultée. Sa vitesse était si grande qu'elle tituba. Des ondes de choc parcourent ses bras. Prenant un moment pour se remettre de la surprise, Esther baissa les yeux sur l'objet entre ses mains. C'était la boussole magique d'Oliver. « Comment cela est-il arrivé ici ?» balbutia-t-elle. Rien n'était comme il aurait dû être. Le directeur leur avait parlé à travers le vortex. Le portail s'était scindé en deux. La boussole avait trouvé son chemin jusqu'à elle. Pour des raisons qu'elle ne comprenait pas complètement, le portail qu'ils avaient emprunté était différent de celui de d'habitude, et les dérègles ordinaires ne s'appliquaient manifestement pas. « La boussole peut nous guider !» dit-elle avec enthousiasme, levant les yeux de l'ancien instrument de bronze vers les autres. « Comment ça marche ?» demanda Simon. « Ça te montre l'avenir, » dit Esther. « Donc, si nous interprétons correctement les symboles, elle nous guidera vers là où nous devons être. » Walter fronça les sourcils. « Où nous devons être ?» demanda-t-il. « Ou tout simplement, tu sais, où nous serons ?» Esther fit une pause pour prendre sa remarque en considération. Si l'équipe d'Oliver avait emprunté le bon tunnel et atterri à l'époque qui les mènerait au sceptre du feu, alors quel que soit le futur qui attendait Esther et son équipe, il serait totalement différent. Mais là encore, quel que soit l'avenir que leur montrerait la boussole, leur destin était néanmoins de la suivre. Bien qu'il soit possible que cela ne les conduise pas au sceptre, cela les mènerait à quelque chose, ce qui lui suffisait pour le moment. Esther décida de ne pas trop s'attarder sur le point soulevé par Walter. Il n'y a aucun moyen de savoir quelle équipe avait atterri là où le sceptre de feu avait été perdu, jusqu'à ce qu'ils le tiennent entre leurs mains. Elle baissa les yeux sur les symboles. Le cadran principal indiquait la petite image d'un soleil. Un autre pointait vers une ancre. Un troisième montrait ce qui semblait être une silhouette en bâton, lançant un javelot. Esther se gratta la tête, pas plus avancée, et leva les yeux vers la zone désolée et sableuse à la recherche d'indices. Elle dut protéger ses yeux du soleil brûlant et éblouissant, car il n'y avait rien qui puisse fournir de l'ombre autre que des arbres grêles et quelques chèvres maigres qui paissaient. « Alors ?» lui demanda Walter. « Où sommes-nous » ? « Je ne sais pas, » avoua-t-elle. « Je peux voir la mer, » offrit Simon, pointant au loin une traînée argentée à l'horizon. Il plissa les yeux. « Cela semble être un port rempli de navires. Peut-être sommes-nous sur une île, une sorte de nœud commercial ?»« Oh, oui, » dit Esther. Son esprit commençait à assembler certaines des pièces du puzzle. Cela expliquerait l'encre. Qu'avons-nous d'autre ? « Est-ce que ce sont ces orangeraies ?» demanda Simon, en désignant une fois de plus une zone densément boisée, pleine d'arbres portant des oranges vives et brillantes. Esther acquiesça. Il y avait aussi un symbole correspondant sur la boussole, une tache orange semblable à une éclaboussure de peinture. « Je pense que nous pourrions être quelque part en Méditerranée, » suggéra-t-elle. « La Grèce, peut-être ? Cela expliquerait ce symbole de quelqu'un qui lance un javelot. Cela pourrait représenter un Olympien. » Simon s'anima à la mention de la Grèce. « Oh, c'était un travail de détective rudement excellent, Esther. Nous sommes donc peut-être en Grèce. Mais à quelle époque ?» Mais avant qu'Esther n'ait eu la chance de lui répondre, les yeux bruns de Walter s'élargirent
soudainement de peur, et il pointa un doigt, tremblant devant lui. « Qu'est-ce que c'est » cria-t-il. Le cœur battant, Esther leva la tête pour voir quelque chose de très grand scintiller sous le soleil éclatant, se déplaçant sur de grandes roues en bois, à un rythme très rapide, et se dirigeant droit vers eux. « Ceci, dit Esther, qui n'en croyait pas tout à fait ses yeux, est un char doré. » Un cheval tirait le char, ses sabots claquant fort contre la terre dure. Les grandes roues en bois craquaient, tout en tournant, propulsant le char vers eux à une vitesse phénoménale. Avec à peine une seconde pour réagir, les enfants plongèrent. Ils sautèrent dans des directions opposées, Esther d'un côté, les garçons de l'autre. Esther atterrit dans un caniveau. Le char et le cheval passèrent en trombe, soufflant un fin nuage de poudre sur elle. Alors que le bruit des sabots galopants et des roues en bois grinçantes commençait à s'estomper, Esther se redressa, se secoua et regardant de l'autre côté de la route vers Walter et Simon. Alors que la poussière soulevée par le passage du char commençait à retomber, elle vit que tous deux avaient atterri, encore une fois, dans un tas désordonné. « Pousse-toi » cria Walter en essayant de repousser Simon. « Tu es sur ma main » le disputa Simon en le poussant en retour. « Les gars » cria Esther en se levant d'un bond et en se dépêchant d'aller vers eux. « Soyez silencieux. Je pense que je sais où nous sommes. » Elle regarda le long du chemin, observant le chariot doré disparaissant au loin. Elle n'arrivait pas encore à réaliser ce qu'elle était sur le point de dire. Ensuite, « Nous ne sommes-y pas juste en Grèce » annonça-t-elle, tandis que les deux garçons se dégageaient enfin et se mettaient debout à côté d'elle. « Nous sommes en Grèce ancienne. »« Grèce ancienne » demanda Walter. « Tu veux dire ?»« Je veux dire, » dit Esther en se tournant pour leur faire face. « Nous sommes remontés dans le temps de plus de 2000 ans. Nous sommes avant Jésus-Christ. » Chapitre 4. Oliver culbuta hors du portail. Hazel le percuta dans le dos. Un instant plus tard, Ralph arriva lui aussi, fonçant dans les autres. « Aïe !» gémirent-ils tous en rentrant l'un dans l'autre. « Tout le monde va bien ?» demanda Oliver, soucieux de savoir si ses amis allaient bien. « Bien. » Hazel hocha de la tête en se frottant le coude qui avait heurté Ralph. « Oui, mais où sommes-nous » Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Pendant ce temps, Ralph se frottait le ventre. Le poing ou le coude de Hazel l'avait touché. « Hé !» dit-il en écarquillant les yeux. « Nous sommes déjà venus ici avant. » Confus, Oliver fronça les sourcils et jeta un coup d'œil autour de lui vers les bâtiments. Ils comptaient tous 3 ou 4 étages, étaient serrés côte à côte avec des façades plates et des toits assortis couleur ombre brûlée. Le dôme d'une cathédrale se profilait derrière eux, occultant tout comme une présence dominante. Ralph avait raison. Cet endroit avait quelque chose de familier. Puis, Oliver halta quand la mémoire lui revint. « Nous sommes de retour à Florence. » Hazel écarquilla les yeux. « Florence, ce doit être une erreur. Tu penses que le professeur Améthyste nous a renvoyés accidentellement par le portail de Leonardo da Vinci ?» Oliver secoua la tête. « Je ne pense pas. Les portails de da Vinci étaient en or, rouges. Ceux du professeur Améthyste sont violets. » « Eh bien alors, peut-être que nous sommes ici parce que Leonardo va nous aider à nouveau ?» suggéra Ralph. « Peut-être sait-il où se trouve le sceptre de feu, où il peut encore suspendre le temps pour nous afin que nous puissions le trouver. » Mais quand Oliver regarda autour de lui, il prit conscience de quelque chose. Non, il y a bien plus de bâtiments que lorsque nous sommes venus voir Leonardo. C'est peut-être le même endroit, mais à une époque différente. Nous ne sommes pas ici pour obtenir l'aide de Leonardo. Nous sommes ici pour trouver quelqu'un d'autre. Pour une certaine raison, il était encore plus étrange de se trouver dans un lieu
où ils avaient donc déjà été auparavant. Ils avaient parcouru ces rues, lors de leur mission, avec Leonardo da Vinci, quelques heures plus tôt. Mais maintenant, ils se... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.